Nous allons nous prosterner pour ceux qui peuvent. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour cette bonne journée passée sur ton regard béni. En cet instant, Seigneur, tu nous permets de nous rassembler ici dans ta maison pour pouvoir parler de la santé. Nous te demandons, Seigneur, de nous assister, de prendre la direction de ce moment. Nous t'en prions au nom de Jésus. Et pour ta gloire, Amen. Donc, cet après-midi, asseyez-vous. Nous avons le privilège d'avoir avec nous notre sœur Pierrette. Voilà, oui. Donc, bien sûr, nous savons que les autres vont arriver, mais nous allons commencer. Les autres vont prendre le train en marche. Donc, je te donne la parole et puis bon courage. Merci. Alors, comme je lui disais, je suis la sœur de Sœur Loretta pour certains qui m'ont peut-être déjà vu ici le samedi matin. Donc, je suis conseillère en nutrition et j'ai souhaité partager avec vous ce que j'ai appris et ce qui peut nous permettre de nous rapprocher d'une meilleure santé. Mais je me sens un petit peu seule parce que vous êtes loin de moi. Alors, si vous pouvez, rapprochez-vous un peu. Voilà, ça permettrait de... On aura plus chaud. Enfin, il fait déjà très chaud peut-être. Le dernier banc, c'est celui qui est là, avant Monique. Comme ça, voilà. Vous êtes plus près. Montez. Non, c'est pas vous le dernier, c'est là, juste devant vous. Au moins, voilà. Comme ça, au moins, c'est bien. Ah, Marcel, oui. Voilà, donc merci d'être là. Pardon. Donc nous allons aujourd'hui voir certains éléments qui peuvent nous aider, qui vont nous aider pour changer certaines habitudes. Alors je vais donc vous partager... Je ne sais pas ce que je vais faire. Ça s'est mis en veille, je ne sais pas. Alors viens me donner un coup de main parce que tout à l'heure je l'avais. Ah, c'est le câble. Okay. Voilà, c'était le câble. Merci beaucoup. Rappelle-moi ton prénom. Christopher. Merci beaucoup, Christopher. Tout être vivant respire, se nourrit, se protège, pense et a des émotions. Alors j'ai noté se nourrit en gros caractères. On va, dans un deuxième temps, se focaliser sur la nourriture. Voilà, ok. C'est bon, tout le monde voit bien l'écran, j'ai vu que tu t'es déplacé. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il nous a dit quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez de ce verset? 1 Corinthiens 6, verset 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors moi, je l'ai mis comme une affirmation. Vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Pourquoi j'ai mis cette affirmation? Parce qu'on répète souvent, ne savez-vous pas? À force de le répéter, maintenant on sait. On sait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Sachant cela, nous devrions fonctionner comme des personnes au courant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, je vais retenir deux choses de ce verset. Je n'ai pas mis le reste, mais deux mots vont retenir notre attention cet après-midi. Premièrement, le mot temple. Qu'est-ce qu'un temple? C'est notre corps, mais en dehors du corps. Alors, le verset dit, ne savez-vous pas, et moi je dis, vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais quand on parle de temple, sans parler de corps, on parle de quoi? On parle d'un édifice, d'un bâtiment, effectivement. Quand vous dites, je vais au temple, je parle du bâtiment. Je ne vais pas à mon corps, je vais au temple. Donc, je vais en général, le temple, effectivement, c'est un bâtiment consacré au culte. Donc, le temple, c'est un bâtiment.
Est-ce que le premier ancien ou le premier diacre est ici? Tu es quoi? Premier ancien? D'accord. Si tu arrives un jour ici et que tu constates un état de désordre, un état de saleté, qu'il y a de l'indiscipline, qu'est-ce que tu feras? Voilà, tu vas chercher à savoir ce qui s'est passé. Quand on sait ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait après? On met de l'ordre. Si c'est sale, on va nettoyer. Si c'est sale, on va nettoyer. S'il y a de l'indiscipline, des personnes qui ont fait n'importe quoi, on va les rappeler à l'ordre parce qu'on sait qu'on est effectivement dans la maison de Dieu. Donc il y aura des réactions par rapport à ce qu'on va considérer comme malpropreté, comme saleté, comme indiscipline, etc. Ces réactions sont tout à fait normales parce que ce lieu, le temple, ce bâtiment que nous voyons, il est entretenu, il est nettoyé, on le protège, on va le chouchouter parce que c'est un lieu qui est consacré à quelqu'un que nous considérons. Si quelqu'un, c'est une personne qui va mettre entrave à un culte, on va neutraliser cette personne. Donc tous les éléments seront mis en œuvre pour que ce temple, le premier mot que nous retenons de notre verset, pour que ce temple soit dans de bonnes conditions. Et on a effectivement raison de le faire, parce que la place qu'occupe Dieu dans notre vie, dans nos cœurs, le Saint-Esprit dans nos cœurs et nos pensées nous oblige, alors une obligation sans contrainte, mais va nous obliger à offrir le meilleur, même s'il s'agit du matériel. Excusez-moi, je vais prendre ma petite serviette parce que je transpire beaucoup. Merci Monique. Donc nous allons effectivement, on va effectivement faire de façon à ce que ce lieu soit dans un bon état. Le deuxième mot que je retiens de ce verset, c'est le mot corps. Donc, on a bien un verset qui nous dit, dans la Bible, 1 Corinthiens 6, verset 9, vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons donc parlé un peu du mot du temple, maintenant le mot corps. Qu'est-ce qu'un corps pour vous? Alors, on a une définition ici, le corps, c'est une structure complexe, parfaitement et hautement organisée, composée de cellules uniques et spécialisées qui travaillent ensemble, pour accomplir les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de la vie. Donc le corps, c'est une grosse machine, peut-être compliquée, complexe, mais qui va assurer, où toutes les cellules travaillant ensemble vont assurer le maintien de la vie. Alors, on a externalisé les organes, on voit bien que dans ce corps, on a les reins, on reconnaît les poumons, on reconnaît les intestins, voilà, on reconnaît le foie, le cerveau. Le corps est composé de tout ça. Alors, c'est vrai que lorsqu'on va entrer en détail, certains l'ont fait très bien, il y a des spécialistes pour ça qui vont pouvoir vous dire exactement comment fonctionnent les reins, comment fonctionne le cerveau. On sait que derrière toute cette machine, il y a un Dieu aimant, mais qui a fait les choses au millimètre près. Donc ce corps que nous avons, on a dit au début que c'est le temple. Si le temple, le bâtiment, nous nous arrangeons pour qu'il soit toujours propre, si ce bâtiment, nous nous arrangeons pour qu'il n'y ait pas d'histoire, pour qu'il n'y ait pas d'indiscipline dans le bâtiment, si nous considérons notre corps comme un temple, comme le temple en plus du Saint-Esprit, nous devrions tout mettre en œuvre pour que ce corps soit maintenu dans un état correct. Donc nous devrions l'entretenir, le nettoyer, être disciplinés. Nous devrions maintenir notre corps autant que nous maintenons le temple. N'oublions pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Partant de cela, je sais que tous ces organes ont un fonctionnement spécifique, il faudra donc entretenir. Alors entretenir, quel entretien? Comment faire l'entretien?
Puis est-ce que c'est vraiment nécessaire d'entretenir le corps? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'entends oui, voilà. Parce qu'au fait, certains disent, mais après tout, il suffit de vivre. Mais oui, voilà. C'est vrai, la vie est courte, hein, n'est-ce pas? Donc il suffit de vivre. Pourquoi pas? Et moi aussi, je le dis souvent. Mais même si je vis, au sens où on l'entend, je vais vivre de façon à ce que ma vie soit quand même organisée par rapport au respect que j'ai du temple, du corps que Dieu m'a donné. Alors, comme la voiture, comme le temple, comme la maison, comme les vêtements, il faut effectivement entretenir son corps. Il nous faut toute la vie pour apprendre à entretenir son corps et il nous faut aussi entretenir notre corps toute notre vie. Nous allons voir donc des bases qui vont nous aider, des bases nécessaires qui vont nous aider, qui vont nous permettre d'arriver à un meilleur entretien de notre corps. Un être humain, un être vivant, si on part de la naissance, alors qu'est-ce qui se passe à la naissance? Quand un bébé naît, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il crie. Il a crié parce qu'il a respiré. Voilà. S'il n'a pas crié, on va le taper pour qu'il crie. Parce qu'on sait que le cri, c'est la respiration et que cette respiration-là va lui permettre de continuer. Donc, la première chose que l'être vivant fait, et c'est pareil hein, pour le veau qui va naître, il va aussi respirer. Donc, il va respirer. Quand le bébé a respiré, après, qu'est-ce qui se passe? On va le nettoyer, et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va le porter à la maman pour qu'elle le mette sur son ventre et après qu'elle le nourrisse. En général, on lui dit, il faut le mettre au sein, madame. On va le mettre au sein, on va la mettre au sein, on va lui apprendre à nourrir le bébé. Donc, parfait, il a respiré. Ensuite, on va le nourrir. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va grandir, bien sûr, il grandit. Ensuite, il va bouger, il va marcher. Voilà. Alors, il se protège. Le mouvement va permettre l'élimination. Cette élimination est considérée aussi comme une détox. Donc, il va marcher, il va bouger, il va se protéger parce qu'on voit bien que quelqu'un qui est statique et qui ne marche pas, on dit il faut sortir, il faut bouger, il faut faire de l'exercice physique. Enfin, nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, il va bouger. Ensuite, cet enfant continue à grandir. Il y a des pensées qui viennent, il va penser, il va comprendre. Et on voit qu'à 3 mois déjà, certains réalisent, ah oui, cette dame-là, j'ai l'habitude d'être sur elle et de prendre la tétée. Donc, je ne sais pas encore que c'est maman, mais c'est quelqu'un que je connais. Ah, ce monsieur, ah oui, mais je le vois souvent. Parce que dans la tête de l'enfant, il y a quelque chose qui se passe que l'on ne sait pas. Mais l'enfant pense. Et en grandissant, ensuite, il va continuer à grandir et il aura aussi des émotions. Des émotions. Donc, ces 5 éléments, respire, se nourrit, bouger, il marche, il bouge, il se protège, il va penser et il aura des émotions. Alors nous allons faire quelques petits exercices pour essayer d'imager cette chose. Je vais vous demander de vous lever et nous allons faire un exercice pour ceux qui peuvent et qui veulent aussi, hein, vous n'êtes pas obligés, mais bon, si vous voulez, l'exercice de respiration. Quand on parle, on dit il faut respirer. Alors c'est vrai que souvent, on respire comment? Pardon? On respire à l'envers des fois. Des fois, on respire à l'envers. Et puis, on ne respire pas profondément. Alors, il y a des petites techniques, ce qu'on va appeler la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration que nous allons faire. Cet exercice consiste à respirer sur 5 secondes, on va dire, et relâcher la respiration, donc expirer aussi sur 5 secondes. Alors, on va commencer, on inspire et on relâche. Alors, libérez-vous, mettez bien les bras, voilà, on ne se coince pas, on ne va pas faire monter les épaules. On va rester dans un état vraiment relâche. Je respire. Quand on respire, normalement, le ventre relâche. Le ventre relâche, voilà. On va faire entrer de l'air dans les poumons et donc mon ventre, il n'est pas du ventre, non. Je respire, voilà. On va respirer par le nez, on va aussi expirer par le nez, d'accord? Donc j'expire, on y va, j'expire, par le nez. Je relâche.
merci. Cet exercice va effectivement nous permettre de nous réoxygéner. On a besoin de se réoxygéner. Pourquoi? Souvent, on est à la maison, on fait X, Y choses, on est, comment je dis, on est un petit peu gainé, électrique, stressé. Voilà, d'autres termes peut-être peuvent vous venir à l'esprit, mais la respiration n'est pas fluide. Cette respiration, on a besoin de la faire. Et quand vous vous sentez un petit peu surmené ou surchargé, arrêtez-vous. Faites des exercices de respiration. Réoxygénez le cerveau. Permettez au corps de reprendre un rythme normal. Parce qu'on est tout le temps dans l'action. Souvent, on est dans l'action, on vit à 3000 à l'heure pour certaines personnes. Arrêtez-vous quelques instants. Avant de manger, par exemple, on s'arrête. On va faire un exercice de cohérence cardiaque. Je respire sur 5 temps. Je relâche sur 5 temps. Vous le faites pendant 3 minutes. Et vous verrez qu'à un certain moment, vous aurez l'impression d'être un petit peu étourdi pour certaines personnes parce que le cerveau, il est bien oxygéné. Donc, n'hésitez pas à faire ces exercices de respiration. La respiration, c'est 1 sur 5, donc 1/5 de nos différents éléments. Le second se nourrit. On va parler de la nourriture tout à l'heure, donc je passe dessus pour continuer. Se protège. Il va faire de l'exercice physique. Ma protection, c'est aussi le mouvement. C'est la détox que je vais permettre à mon corps, que je vais faire avec mon corps. Et cette détox, on parle souvent de détox, c'est quoi? C'est une façon d'éliminer ce qui n'est pas bon. Voilà. C'est comme si j'élimine ce qui n'est pas bon. L'exercice physique est intéressant pour cela. La marche est intéressante pour la protection. Alors, à la maison, des fois, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire 30 minutes d'exercice physique chaque jour. Qui le fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait 30 minutes d'exercice chaque jour? Moi, c'est vrai, je n'ai pas le temps. Alors, je me dis, OK, ce sera 3 jours sur 7 ou 4 jours sur 7, mais pas chaque jour, parce qu'on est pris par X, Y choses. Il y a aussi des petits exercices que l'on peut faire. Vous êtes debout, juste, je vais lever la jambe. Pendant un certain temps, voilà. Je suis assise, je peux le faire assise aussi. Je vais faire des exercices, des mouvements avec mes bras. Et on va juste là, donc restez assis aussi si vous voulez. On va faire un petit exercice. Pardon? Oui, ça dépend du travail. Si on est très physique, oui, effectivement. Mais même si on a un travail très physique, étant donné effectivement que ce n'est pas vraiment la même chose, il faudrait avoir, parce que là, dans le travail, il y a un effort qui est fait, les muscles ils travaillent différemment. Ce serait bien d'avoir quelque chose de plus relax, quoi. Voilà. Une petite marche, par exemple. Oui? Oui, on a l'esprit sur le travail. Et oui, alors c'est vrai, quand on part pour le sport, et je ne parle même pas de sport en soi, puisque le sport, ça peut être un autre niveau, mais l'exercice physique tout simplement. Le fait de bouger, je vais marcher, je finis de manger, je vais partir, je vais marcher pendant 20 minutes. Je suis à la maison, je n'ai pas le temps le matin, je connais quelqu'un qui pendant 10-20 minutes va se mettre debout et va faire des exercices. Alors, on va faire un petit exercice, vous pouvez rester assis si vous voulez.
petites choses qu'on peut faire au quotidien. Même assis sur sa chaise, on pourra, je n'ai pas une chaise tout près, mais voilà, même assis sur ma chaise, mais je vais faire quoi? Je vais pouvoir lever les jambes, et en levant les jambes, je vais gainer ici, je vais travailler mes muscles. Pourtant, je suis peut-être devant ma télé. Ah tiens, je n'ai pas fait mes exercices. Ok, je vais lever mes jambes. Voilà, on a plusieurs exercices qu'on peut faire. Et je vous conseille d'aller sur les réseaux YouTube, etc. Vous trouvez des petits exercices qui sont simples quand on n'a pas le temps de sortir, quand on n'a pas le temps d'aller marcher, quand on n'a pas le temps d'aller à la salle de sport. Il y a des exercices qui sont possibles. N'oublions pas que ces exercices, ce mouvement nous aide à éliminer. D'ailleurs, certaines personnes disent « Ah, il faut que j'aille à la salle de sport. Je vais à la salle de sport parce qu'il me faudra faire des exercices. J'ai peut-être pris 2 kilos, ça se voit sur les cuisses, sur les jambes, etc. » On va à la salle de sport dans cette idée d'éliminer. Donc, le mouvement nous permet effectivement d'entretenir le corps et aussi participe à la détox. On va continuer sur les pensées. Comment on nourrit ses pensées? On n'a pas l'impression, mais des fois, ce que l'on regarde, ce que l'on lit, ce que l'on écoute, ça va nourrir nos pensées. Alors, il y a des personnes qui aiment regarder les trucs violents à la télé, là. NCIS, tas de trucs comme ça où il y a Montalis et tout ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? On a tellement ça à la tête que vous passez dans la rue, la personne sera dans l'horaire à 21h, elle va se retourner parce qu'elle aura l'impression qu'il y a quelqu'un derrière elle. Ce qu'on a regardé trop souvent à la télé, des films d'horreur par exemple, ben on va vivre dans une crainte parce que le cerveau va s'imprégner de cela. Ce que nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous écoutons, ça nourrit nos pensées. Comment je nourris mes pensées? C'est encore 1/5 de ces différents facteurs. Vous avez vu, il y en a 5, donc on est sur 1/5. Il faut savoir que la façon dont je nourris mes pensées aura une incidence sur mon corps. Si je nourris mes pensées de bonnes choses, si je nourris mes pensées d'éléments corrects, eh bien forcément, ça va suivre. Ça aura une incidence sur mon corps. Ensuite, on va passer donc... alors, cette partie pensée, on peut, dans la nourriture, je vais dire, des pensées, je peux écouter de la musique, de la bonne musique, qui va permettre une relaxation. Parce que les pensées et la nourriture de mes pensées participent à ma relaxation. Cette relaxation peut passer par la bonne musique que j'écoute, peut passer par me faire masser. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est presque pas notre culture, je vais dire. Ici, en Martinique, peut-être dans d'autres pays, les gens travaillent beaucoup. On s'oublie presque. À dire à quelqu'un, ben, je pense qu'il faut que tu te fasses masser. Ah ouais, ça c'est pas pour moi, c'est pour un autre peuple. On n'aime pas ce genre de choses. Alors quand je dis cela, je veux dire que simplement, il faut faire attention à soi. Il faut penser que nous ne sommes pas des machines et qu'à un certain moment, je vais m'arrêter, je vais écouter de la musique. Ça me permet de m'évader, ça me permet de changer les idées. Ben, j'irai à la plage, ça me permet de changer les idées. Et je peux aussi me faire masser, je peux faire un petit bain de pied. Ce sont des choses qui vont nous donner une façon de vivre différente. Et remarquez bien, quand vous avez un bébé, on va prendre le bébé, on va lui masser les pieds, par exemple. Même pour les adultes, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort mieux. Il dort mieux parce qu'il y a eu un bon petit massage des pieds. OK? Donc, oui, c'est vrai que lorsqu'on le fait, on est content. Donc, nourrir convenablement les pensées, faire une relaxation intéressante, c'est important pour que notre corps, cet être vivant-là, évolue dans de bonnes conditions. Et enfin, les émotions. La gestion des émotions. Les émotions qui vont nous submerger. Souvent, ce sont des émotions, des choses négatives. On pense à des choses qui se sont passées et puis ça nous crée de l'angoisse. Ça va créer un chagrin. Il y en a qui partent en dépression. Il y en a qui font des burn-out. C'est un mot qui est à la mode. Hein.
très à la mode. Je suis connu quelqu'un, une cliente qui me dit, ça fait 4 ans que je suis en dépression. Alors, je me pose des questions. 4 années en dépression, il y a un petit souci, il y a quelque chose à faire quand même. Et on est tellement pris par les finances, par des fois l'église, par le travail, par les enfants. On est tellement pris par ça qu'on arrive notre corps est en train de subir des changements. Alors, il y en aura qui seront sous antidépresseurs. Il y a beaucoup de mots très savants. On est sous antidépresseurs, on est sous anxiolytiques, parce qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions. La gestion des émotions, on se fait aider pour ça. Il y a des personnes qui ont étudié pour nous apprendre à gérer nos émotions, pour nous apprendre à avoir des émotions plutôt stables. Donc, les manquements à ces éléments-là, tous ces éléments, un manquement à ces éléments va créer de l'acidité dans le corps. Alors, on parle d'acidité. Quand je vous dis que ces éléments vont créer de l'acidité dans le corps, vous voyez quoi? Parle plus fort. Alors, tu dis que l'estomac, c'est l'estomac parce que l'estomac est en premier attaqué. C'est vrai, j'ai perdu ma souris, je ne peux pas la retrouver, je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème, pardon. Attendez, excusez-moi, c'est pas ça. Oups. Je ne vois pas ma souris, je suis vraiment désolée. Attends, je vais revenir en arrière. Je vais faire ça différemment. Ok, voilà, très bien. On va faire ça ainsi. Donc, du coup, je disais, ça va créer de l'acidité. Effectivement, quand on parle d'acidité, on voit souvent l'estomac. Donc, cette acidité, déjà, quand on parle de l'acide, qu'est-ce qu'on voit? Corrosion, trou, brûlé. Si je parle d'acidité au niveau de mon corps, c'est le même principe. Cette acidité va brûler, va détruire. Il y aura des organes qui seront brûlés, il y aura des organes qui seront détruits. L'acidité, ça crée des trous. On met de l'acide sur quelque chose, ça perce, ça crée un trou. Quand on parle d'acidité, on peut se dire, il y a un problème. Si dans mon corps, je crée de l'acidité parce qu'un des éléments là défaille, je ne marche pas suffisamment, par exemple, j'ai de mauvaises pensées, par exemple, je mange mal, tous ces éléments font que petit à petit, notre corps va subir des effets, va subir des dégradations. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de nous, adultes, des personnes de plus de 18 ans. C'est aussi valable pour l'enfant, c'est aussi valable pour le petit, pour l'enfant de 6 ans, c'est aussi valable pour l'enfant de 12 ans, c'est aussi valable pour le jeune de 18 ans, de 21 ans. C'est valable pour tout le monde. Si les 5 éléments ne sont pas respectés, nous allons créer un état d'acidité dans notre corps. Et l'acidité, au niveau du corps, c'est la source c'est la base des inflammations. Alors, j'avais dit pas trop derrière, hein, ma sœur Loretta. J'avais dit de ne pas s'asseoir trop derrière. Alors, est-ce que... je l'ai retrouvé, c'est bien. Est-ce qu'elle peut un peu monter? Voilà. Voilà. Donc, cette acidité, je disais, qui détruit, qui perce, qui brûle, va créer... notre corps va subir, et là, on va créer des sources d'inflammation. L'inflammation, c'est quoi? L'inflammation, c'est tout ce qui va permettre, qui va entraîner cancer, diabète, hypertension, eczéma. Oui, cancer, c'est ça? Arthrose ou arthrite, voilà. Dès qu'il y a une inflammation au niveau du corps, dès que cet équilibre n'est pas respecté, c'est la source de maladies. Et certaines personnes s'approprient ces maladies, ce qui paraît un petit peu bizarre. Et qu'est-ce qu'on entend certaines personnes dire? J'ai mon diabète, mon hypertension. Ce n'est pas à vous, ça. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à nous. Je subis le diabète, je subis l'hypertension, je subis le cancer, mais ce n'est pas à moi. Quand on se l'approprie, je vous donne 500 €, c'est à vous. Vous le gardez. Faites ce que vous voulez avec. Je vous donne le diabète, ce n'est pas à vous. Donc, on ne peut pas dire, oui, c'est mon diabète. Quand je vais dire mon diabète, je me l'approprie.
Et quand je mets la poupée, qu'est-ce que je fais? Je vais un petit peu le chérir inconsciemment. Hein? Inconsciemment. Voilà. Inconsciemment, je vais le chérir. Inconsciemment, je vais chérir le cancer. Alors, c'est drôle de dire ça, mais c'est ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Inconsciemment, l'hypertension, parce qu'il faut que je prenne médicaments, etc. Je suis en train de dire, OK, je l'ai, c'est à moi, je le garde. On peut avoir une autre attitude par rapport à ça. Sachant que il y a peut-être un déséquilibre au niveau des facteurs, au niveau des 5 éléments, et que ce déséquilibre, je dois juste le rééquilibrer pour que j'ai une autre façon de vivre. Donc il est important, il est urgent de rétablir l'équilibre, d'entretenir le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc nous avons vu que notre corps est un temple, que le temple, je le nettoie. Là, je regarde, il n'y a pas de poussière par terre. S'il y a un banc qui est cassé, tu diras, attention, il y a un banc cassé, il faut qu'on le change, ok? Et tu diras aux personnes, ne vous asseyez pas sur ce banc-là, il n'est pas bon. Parce que j'ai l'œil, parce que je regarde ce qui se passe, parce que j'entretiens. Mon corps, si je le considère comme le temple du Saint-Esprit, je dois faire exactement la même chose. Attention, j'ai mal au crâne. Tu as mal au crâne pourquoi? Ah, peut-être que je n'ai pas bu suffisamment d'eau aujourd'hui. Ah, j'ai mal au genou. Ah, peut-être un problème d'arthrose, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je vais entretenir ce corps, je vais le nettoyer. Je vais faire de façon à ce qu'il n'y ait pas d'éléments qui empêchent au corps de fonctionner correctement, de la même façon que je nettoie ce bâtiment et l'édifice. Cet édifice, pardon. Donc, on ne va pas prendre ça là. J'aurais perdu ma souris. Qu'est-ce qui est important de faire? Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que c'est là. On vit avec, on vit là-dedans. Et en plus de ça, il y a une pensée collective, je vais dire, qui veut que finalement, c'est comme ça. On est dans un monde bouleversé, c'est comme ça. Ah oui, mais c'est normal qu'on ait le diabète. C'est normal que c'est pas normal. Le monde, il est bouleversé. C'est pas normal non plus. Hein, c'est le travail du diable, on sait. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient de ce que l'on fait, conscient de la façon dont on va agir. Effectivement, je ne dis pas qu'il suffit de mettre en place, et je vais revenir dessus, je ne dis pas qu'il suffit de respirer correctement tous les jours, faire une cohérence cardiaque, de se nourrir correctement, de protéger des tox mouvants, etc., d'avoir de bonnes pensées, de faire de la relaxation, de gérer ses émotions pour que tout aille bien. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que sachant que ces facteurs-là sont importants pour qu'on ait pour aller vers une pleine santé, on doit chaque jour regarder à quel point j'en suis. Et on peut réduire l'impact de ces facteurs extérieurs. On pourra réduire l'impact. Une personne qui fait facilement de l'eczéma, souvent c'est lié à des états de gestion, de stress ou une charge émotionnelle, si j'arrive à gérer ma charge émotionnelle, ou encore à l'alimentation, j'arrive à gérer ma charge émotionnelle, j'arrive à gérer mon alimentation, je peux réduire efficacement la situation d'eczéma, par exemple. Donc, oui, les facteurs éléments, et ça ira de pire en pire, hein, on le sait. Les facteurs extérieurs sont là, mais conscient, avec du bon sens et de la conscience, je peux effectivement réduire l'impact de ces différents facteurs. Donc, on a parlé de rééquilibrer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de manger pour gagner. Pour gagner en quoi? Gagner en vitalité, gagner en énergie. On va manger en bien-être. On va essayer de manger pour gagner. C'est pourquoi j'ai dit que le 5e élément, donc la nourriture, je vais m'arrêter dessus parce que c'est quand même un élément important, même si les 5 sont importants. Mais celui-là, c'est celui sur lequel on va, on va s'arrêter le plus, on va beaucoup plus parler de la nourriture. Donc, on va essayer,
pas essayer, on va manger pour gagner. Et ça va passer par quoi? Par un rééquilibre alimentaire. Et c'est quoi ça finalement? Parce qu'il y a des termes qu'on emploie tout le temps. On va rééquilibrer l'alimentation. Voilà. Pourquoi on rééquilibre? Qu'est-ce qu'il faut rééquilibrer? Pour qui? Ça s'adresse à qui? Alors, rééquilibre, quand on parle d'équilibre, on voit quoi? Stabilité, voilà. Il y a un jeu de stabilité. Je parle d'équilibre, il faut que je reste en équilibre. Je vais faire de façon à pencher plus à gauche ou plus à droite pour ne pas tomber. Rééquilibre alimentaire, il y a une stabilité. Il y a quelque part, on pense déjà à un jeu de stabilité. Il faudra que je joue entre certaines choses pour que cet équilibre soit maintenu. OK? Le corps, il respecte certaines règles. Il y a des règles à respecter et c'est comme ça. On ne les a pas faites, ces règles, mais on est obligé de les respecter pour que notre corps aille bien. Pourquoi? Tout simplement, par exemple, si quelqu'un ne boit pas d'eau pendant 3 jours, ou déjà, est-ce que quelqu'un peut ne pas boire d'eau pendant 3 jours? Non. Si la personne le fait, elle aura quand même elle peut le faire, mais elle risque d'avoir des problèmes. Voilà. Alors, on va me dire, oui, il y a certaines personnes qui ont fait des expériences, ok. Mais le corps a besoin d'eau, puisque nous avons à peu près 75%, 85% d'eau dans notre corps. Donc, le corps en a besoin. Donc, ces règles-là, nous devons les respecter. C'est des règles pour tous. Et pour être au maximum de notre potentiel physique et intellectuel, on va mettre l'accent sur 3 aspects. 3 aspects spécifiques. C'est le respect de l'hygiène. Alors, vous entendez ça peut-être souvent, on va respecter l'indice glycémique. Certaines personnes ont déjà entendu parler de ça. On va respecter l'indice glycémique, on va respecter l'équilibre acido-basique et on va surtout choisir correctement ses aliments. Donc, le rééquilibrage alimentaire, c'est quoi? C'est faire le jeu de stabilité dans ce que je vais manger. Et ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde. Toi, tu vas rééquilibrer ton aliment, mais toi aussi, mais l'enfant de 8 ans aussi. J'ai une fois une jeune maman, on était en réunion de JA, et elle donnait le goûter à ses enfants. Donc, elle avait des paquets de chips. OK, ça peut arriver, hein? Voilà. Donc, elle a donné le goûter, elle avait des paquets de chips. Le soir, elle dit, ah oui, mais il faut que je lui donne quelque chose avant de partir, parce qu'on était resté un certain temps. Elle a encore des paquets de chips. Je lui dis, mais il mange beaucoup de chips? Elle me dit, ah, mais dès qu'il mange ses chips, il est content et ça va. Donc, son enfant mangeait des chips très souvent. Et ça ne la dérangeait pas parce que l'enfant était content. Cet enfant de 6 ans, je crois, à l'époque, a besoin aussi de rééquilibrer son alimentation. Pour rééquilibrer l'alimentation, il faut connaître certaines choses. Alors là, nous avons ce qu'on appelle la pyramide alimentaire. Dans cette pyramide alimentaire, nous avons 7 familles d'aliments. Donc, on va décortiquer la pyramide alimentaire. Cette pyramide, donc à la base, vous voyez bien qu'il y a une grande partie. Alors, c'est par degré, par importance, je vais dire, dans notre alimentation. La famille 1, c'est la famille eau, boisson, celle qui est tout en bas. Donc, on voit écrit eau, boisson. Qu'est-ce qu'il y a après le boisson? Vous voyez bien? Non sucré. Eau et boisson non sucrées. Dans cette famille, dans cette partie de la famille de la pyramide alimentaire, on aura tout ce qui est eau, oui, bien sûr. On aura les boissons. Alors, ce qui est considéré comme boisson, ce ne sont pas les jus. Les jus, industriels ou pas, ne sont pas considérés comme boissons. Ça se boit. Mais dans la pyramide alimentaire, ce n'est pas une boisson, au sens que ça va faire partie d'une autre famille qu'on verra plus tard. Donc, on va boire du jus. Ce n'est pas une boisson, c'est des fruits en jus. OK? Mais ce n'est pas considéré comme une boisson. La boisson, c'est l'eau aromatisée. Donc, je vais faire une infusion. Je vais mettre, je ne sais pas moi, du Atumo ou n'importe quoi dans une infusion
sans sucre, c'est une boisson. À partir du moment où je vais rajouter du sucre, ce n'est plus une boisson. Ça n'a pas les mêmes effets sur le corps. D'accord? Et pour ceux qui prennent du café, on aura du café sans sucre. Et vous voyez bien que cette partie, c'est la base. C'est la partie la plus large, je vais dire, sur la pyramide. Donc, c'est la base. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas vivre sans eau. Et je dis boisson et je précise aussi eau. L'eau, on devrait boire combien d'eau par jour? Alors, 2 litres. Ensuite, tu dis quoi? 2 litres? 1,5 litre. Le minimum pour des adultes serait 1,5 litre. Sauf que quand on fait un calcul, on devrait boire 30 millilitres d'eau par kilo de poids. Alors, ça veut dire que si je pèse 60 kilos, 6 fois 3, 18, j'ai 1,8 litre. Si je pèse 80 kilos, 3 fois 8, j'ai 2 litres. Voilà, et demi. Maintenant, ça peut faire beaucoup pour certaines personnes de boire 2,5 litres. Quand je suis arrivé là, j'ai bu, 2 litres ou 3 litres dans une journée parce qu'il faisait très chaud. Mais gardons comme base, minimum, je vais dire 1,5 litre. Et si je peux boire mes 2 litres d'eau par jour, en fonction de ma corpulence, en fonction de mon travail, en fonction de la chaleur qui existe, il faut le faire puisque cette eau a besoin d'être renouvelée. On transpire, on va éliminer de l'eau. On va uriner, on va éliminer de l'eau. Il faut que cette eau soit renouvelée. Même pour les poissons, on change l'eau de l'aquarium. Et pourquoi on ne peut pas changer notre eau, nous? Pourquoi on ne peut pas boire pour dire « Ah, mais tiens, je pense à renouveler l'eau de mon corps. » Juste comme ça. Et comme ça, vous allez boire. Donc, arrangez-vous pour boire au moins 1,5 litre. On continue sur notre pyramide. Ensuite, deuxième partie, on a les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes, font partie d'une base assez importante. Deuxième famille. Dans les fruits et les légumes, on aura les courgettes, on aura les pommes, on aura les potimarrons, on aura les giromons, on aura les épinards, etc. Les cachimans, exactement, les abricots d'Achine, oui. Voilà, aussi, oui, c'est vrai. Bon. Donc, on a les fruits et légumes. Vous connaissez, on connaît tous ce qui fait partie des fruits et légumes. Par contre, on ne va pas mettre lentilles dans les fruits et légumes. On est d'accord? On ne mettra pas les pois chiches dans les fruits et légumes. Ça fait partie des féculents. On va laisser ça après. Mais tout ce qui est de la laitue, consommer de la laitue. Le chou, c'est très bon. Il faut consommer du chou. Les concombres, les tomates. On va les choisir avec le moins de pesticides possible. On va les choisir locaux. Pourquoi? Parce que tout ce qui a voyagé a déjà un impact sur l'impact, comment on dit ça? La couche d'ozone, mais on dit l'indice carbone. Voilà. Ça a un impact sur notre environnement, puisque ça a pris le bateau, le train, l'avion, nanana. Ça arrive chez nous, mais ça a pris un certain temps pour arriver. Ça sort de l'Espagne, ça arrive, ça a pris du temps. Par contre, le producteur du coin qui vient avec sa laitue, mais il a fait la laitue, il a planté ça il y a je sais pas moi, 15 jours, c'est bon, c'est frais. Je réduis les pesticides, je mange un produit plus frais, donc locaux, frais, le moins transformé possible. Parce que les produits transformés, ce sont aussi des produits qui vont créer de l'acidité, comme on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que la transformation est le résultat d'additifs. On va ajouter des choses pour conserver, pour transformer. Donc forcément, je prends un dachine. Le dachine, j'allais dire une pomme de terre, et puis j'ai vu un regard là. Je vais prendre des dachines. Les dachines, je vais prendre les dachines, je vais les peler, les faire cuire, je les mange. C'est une transformation parce que je ne les mange pas crus. Mais ce n'est pas une ultra transformation. Par contre, j'irai chez Leclerc, je vais trouver les petits plats de, je ne sais pas, quelqu'un qui a transformé les dachines en purée. Là, c'est ultra transformé. Donc, il vaut mieux faire ma purée de dachine chez moi que de l'acheter dans un petit plat, une petite barquette
au supermarché. Voyez un peu la différence? On va transformer les aliments, mais les aliments trop industrialisés, trop transformés, si on peut les éviter, on les évite. Troisième catégorie, les féculents, dans lesquels on aura des céréales, le pain par exemple, le pain, le riz, plutôt choisir des céréales complètes. Les féculents, quand il s'agit de céréales, choisir des choses complètes. Ce n'est pas toujours possible, mais si on peut le faire, il vaut mieux le faire. Pourquoi? Parce qu'on a dans les fruits et légumes et dans les céréales complètes plus de fibres. Et les fibres vont aider, ce sont les petits éléments qui vont aider les gros, donc ce qu'on appelle les macronutriments, lipides, glucides et protéines. Voilà, lipides, protéines et glucides, ça va aider ces petits éléments-là à être transformés pour être mieux assimilés au niveau du corps. Donc si je mange que du riz et qu'à côté de mon riz, on peut être constipé, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et qu'à côté de mon riz, je n'ai pas mis de fibres, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Les macros, donc les gros nutriments, ne sont rien sans les micronutriments qu'on va trouver dans les fruits et légumes, dans les fibres, etc. Donc, on va choisir des céréales plutôt complètes. Ensuite, on va passer à l'autre catégorie, produits laitiers, les boissons végétales, les alternatives végétales, viande, poisson, œufs. Et vous voyez bien que la pyramide, elle, diminue. Ça veut dire que je peux boire beaucoup d'eau, je peux manger beaucoup de fruits et légumes, mais je vais manger moins de riz, céréales. Hein? Je vais manger encore moins de produits laitiers, de viande, de poisson, etc. On est d'accord? Plus la pyramide monte, plus les cases diminuent, plus elle devient étroite. Donc, il nous faut tous ces éléments, mais dans des proportions différentes. Et souvent, on fonctionne comme ça chez nous. On va manger des haricots rouges, du riz ou des dachines, de la viande. On va prendre un dessert après et du jus. C'est bon au goût, c'est très bon au goût. Mais il faut qu'on se pose d'autres questions. Donc, dans cette partie, nous avons viande, poisson, œufs, légumineuses. Alors, ces éléments, ce sont des éléments dans lesquels on va trouver des protéines. Les œufs sont les références. L'œuf, en tout cas chez nous, en France, je dis en France parce que France, Martinique, etc., les œufs ont été la référence pour les protéines. 2 œufs, c'est une portion complète de protéines. Et ça se rapproche plus des protéines animales comme la viande rouge. Donc, les œufs ont été la référence parce que les œufs sont très protéinés. Oui? Oui, 2 œufs durs. Non. Par jour, alors il y en a qui le font, mais ils ont besoin de muscles et tout ça. Parce que les protéines c'est la structure du corps. Les protéines vont participer à... c'est comme si je fais un bâtiment, je mets des briques et tout, ma structure. Donc les protéines, c'est ça. C'est bien la charpente. C'est pourquoi les sportifs, ils mangent beaucoup d'œufs. Voilà. 2 par jour, je te dirais non, parce qu'il faudra déjà les varier. Donc je vais manger du poisson, je vais manger des œufs, je vais manger de la viande blanche de préférence. Les végétariens vont faire une association entre légumineuses et céréales pour avoir une portion de protéines. Donc il y a des proportions à respecter. Il vaut mieux les varier. Donc quelqu'un qui va manger 2 œufs par jour va le faire pendant une semaine, mais il faut arrêter ça. De manger 2 œufs tous les jours. Il vaut mieux varier les protéines puisque le corps a besoin d'éléments variés. OK? Donc, oui, 2 œufs, mais on va varier. Ensuite, on a les produits donc laitiers, le lait, le fromage, qui ont un petit peu de protéines aussi. C'est pourquoi on les a mis sur la même ligne. Après, nous passons aux matières grasses. Donc, les matières grasses ajoutées, on a l'huile, on a les fruits à coque, donc des oléagineux, tout ce qui peut faire de l'huile. Donc, il y a le beurre, oui, ça fait partie aussi des matières grasses. Les noix, les amandes, donc on peut faire de l'huile avec les noix. On a l'huile de noix, on a l'huile de pépins de raisin.
Pour les protéines aussi, les amandes, surtout les amandes. Voilà, les amandes, c'est vraiment une source de protéines. On veut faire une bonne collation. Un enfant, au lieu de donner des chips, donner une poignée d'amandes, un verre d'eau, un fruit, c'est une superbe collation. Et même pour un adulte aussi. Donc, on va garder donc, ces produits, les fruits à coque et à graines, qui peuvent permettre de faire de l'huile qu'on appelle oléagineux dans cette avant-dernière famille, matière grasse. Et la dernière, vous voyez, elle est tout en haut, elle est un petit peu décalée. Pourquoi, d'après vous, elle est décalée? Donc cette dernière, si on ne voit pas bien, c'est écrit à côté, non indispensable. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette dernière famille? Tout ce qui est sucré, tout ce qui a un goût sucré. Les sodas, les pâtisseries, les bonbons, tout ce qui est très bon à la bouche. Les floupes, oui, c'est ça. On va trouver tout ça dans cette dernière famille. Les glaces de chez Mudet aussi. Alors, il faut savoir que, quand on regarde la pyramide alimentaire, tout est présent. Là, on va retrouver tout ce que l'on mange. Aucun élément, et je répète, aucun élément n'est à soustraire de cette pyramide. C'est pourquoi on parle de rééquilibrage alimentaire et pas de régime. Si je commence à faire un régime, je vais faire quoi? Je vais enlever, voilà. Le régime, c'est restriction. Je ne vais plus manger de sucre, j'enlève le sucre, j'enlève ceci, j'enlève cela. Je ne vais plus manger de beurre, je fais un régime. Sauf que le corps a besoin, dans des proportions différentes, tous ces éléments. La dernière famille, qui est la famille des produits sucrés, est effectivement une famille non indispensable. Je peux ne pas manger de bonbons du tout. Je n'aurai pas de problème si je ne mange pas de bonbons. Je n'aurai pas de problème si je ne mange pas de pâtisserie. Mais ça fait partie des produits plaisir. Quand il y a un mariage, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a forcément un bon dessert. Et puis, je ne sais pas, on va à la plage, on va faire une glace. Mais je sais que ces éléments n'étant pas indispensables, je peux aujourd'hui ne pas les prendre. Mais si j'ai envie de les prendre, ben, par exemple, on a fait un bon repas de famille. En général, il y a beaucoup de nourriture dans ces trucs-là. Et il y a beaucoup de desserts. Il y a beaucoup de jus. Alors, je peux me dire, j'ai déjà pris le jus, pardon? On fait, excuse-moi. Je n'ai pas compris. Ah, exception, voilà. Je peux me dire, comme tu dis, on fait l'exception. Je peux me dire, OK, j'ai bien mangé parce qu'il y a l'entrée, les acras de morue, le boudin, nanana. On va faire l'exception, on va manger. En plus, ça crée le lien social. Donc, cette dernière famille, c'est la famille du lien social. Je peux me dire, bon, j'ai mon objectif d'équilibre alimentaire. J'ai bien mangé mes crudités, j'ai bien mangé, voilà, on va voir l'assiette santé tout à l'heure. Alors, il y a 3 desserts, il y a 5 jus différents. Est-ce que je vais prendre les 3 desserts? Est-ce que je vais prendre les 5 jus? Là, je raisonne à ce moment-là. C'est une question de bon sens. Nadia, je me dis, ça dépend. Alors, si j'ai pris, je peux me dire, si j'ai déjà pris le jus, le soda, le Amigo Pamplemousse, je peux ne pas prendre le dessert. Parce que j'ai déjà bien mangé. Ça ne va pas me tuer de ne pas prendre le dessert. Ou je dis, mais si je prends le dessert, j'ai quand même pris mon produit sucré, puisque j'ai envie de prendre un produit sucré. Mais je vais raisonner dessus. Il faut toujours savoir que cette dernière famille est une famille qui n'est pas indispensable. Donc, dans cette famille, on va trouver tout ce qui a le goût sucré. Parce que le sucre, les glucides, sont dans beaucoup de produits. Hein. On va trouver des glucides dans le riz, on va trouver des glucides dans le maïs, etc. On a déjà du sucre, ce qui n'est pas du sucre ajouté. Là, ça a un goût sucré. C'est du sucre qu'on a rajouté. Oui. Une personne qui me dit qu'elle ne mange pas du tout de sucre. Rien de sucre. Ça fait des années, petit bonbon, tard. Elle ne prend pas de sucre. Est-ce que c'est l'organisme? Non, ça ne va pas faire du tort à l'organisme. Là, on parle de sucre ajouté. Elle ne prend pas de sucre ajouté. Elle prend du sucre différemment. Elle mange du maïs. Elle mange des... Voilà. Donc, elle a effectivement cet apport en sucre, parce qu'on a les sucres complexes et les sucres simples. Le sucre, elle a quand même cet apport glucidique. Maintenant, elle ne va pas prendre de sucre ajouté. C'est très bien.
C'est vraiment très bien. Pourquoi? Je vais faire une petite parenthèse. On a constaté que le sucre, le joli sucre qui se fait à Gagnon, c'est ça? Le joli sucre de betterave, etc., etc., le sucre est plus addictif que la cocaïne. Le sucre est plus addictif que la cocaïne. Des expériences ont été faites sur des animaux. Ils font souvent des expériences avec des rats. Et ceux qui étaient nourris, qui avaient du sucre, étaient beaucoup plus perturbés et dépendants que ceux qui avaient eu de la cocaïne. Alors c'est vrai tout le monde parle de la cocaïne, mais le sucre est beaucoup plus addictif. Entrez au supermarché, faites l'expérience. Regardez combien de rayons il y a avec des produits sucrés, avec des bonbons, avec toutes sortes de choses. Quand vous regardez la télé, regardez combien de publicités que l'on fait pour des produits sucrés. Parce que ceux qui nous nourrissent là, au fait, ils ne nous nourrissent pas, ils font des sous. C'est juste pour leur poche. On a constaté que le sucre est addictif, donc il y a du sucre partout. Vous prenez des chips, dans certains paquets de chips, vous regardez les étiquettes, il y a aussi du sucre. Il y a du sucre partout. Donc, comme c'est addictif, on va revenir, on va recommencer, on va reprendre, on va acheter. Et vous avez soif, vous allez prendre un verre de soda. Qu'est-ce qui va se passer? On remplit le sang de sucre. Alors, il va solliciter le pancréas pour éliminer tout ça. Puis, on va se dire, je suis faible, parce que le pancréas a éliminé rapidement le sucre, l'excès de sucre. On se retrouve en hypoglycémie. Qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre du sucre. Et le sucre va appeler le sucre. Donc, c'est vraiment une technique de vente. On met du sucre partout. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ils ont mis du sucre dans du surimi. Je ne sais pas un produit qu'il faut. Vous voyez, il y a du sucre partout. On se demande pourquoi il y a du sucre dans certains produits. C'est pour nous attirer. C'est tout. On sait que c'est bon, pour améliorer le goût. Exactement, habituer le goût. Les enfants, au départ, quand l'enfant va téter, là, il n'est pas habitué avec le sucre. Sauf si même si la maman consomme beaucoup de sucre, mais ce sucre ajouté, il n'est pas habitué avec. Gardez un enfant comme ça, vous verrez qu'il ne va pas, sans après lui rajouter du sucre, lui donner des bonbons, il ne va pas en prendre. À partir du moment où il a goûté à quelque chose de sucré, où il y a du sucre ajouté, c'est fini. Il va en vouloir, il va en vouloir, il va en vouloir. Et nous, c'est pareil. Des fois, quand on est fâché, énervé, etc., j'ai envie de prendre du sucre. Parce que ça a un soi-disant effet antidépresseur. En fait, ça met un chapeau sur ce qu'on doit gérer, on ne le gère pas. Donc, cette personne qui ne consomme pas du sucre, elle n'a pas tort. Moi, je n'ai pas de sucre chez moi. Je n'ai pas un sachet de sucre, je n'ai pas de sucre chez moi. J'ai du miel, si je fais de la pâtisserie, je vais rajouter du miel. Je rajoute un peu plus de cannelle, ça donne un goût sucré. Donc, ce n'est pas un tort en soi de ne pas avoir du sucre, parce qu'on a bien vu que ce n'est pas indispensable. On ne va pas l'enlever pour ne pas frustrer, puisque la frustration va faire que quand on va trouver du sucre, on va tomber dessus. Et là, ce n'est pas bon. C'est une drogue, c'est exactement ça. Quand on le dit, tout le monde se dit, mais non, mais arrêtez, pourquoi vous dites ça? C'est exactement ça. Le sucre, c'est une drogue. Si maintenant, vous voulez enlever le sucre de votre alimentation, vous verrez qu'à un certain moment, après, je ne sais pas moi, une semaine, vous êtes fou, vous devenez fou. Parce que, on tombe en hypo? Non. Parce qu'on a la mauvaise habitude, voilà. Mais quand on va persévérer et changer ses habitudes alimentaires, on verra que finalement, on aura les glucides qu'il faut. On n'aura pas le sucre ajouté, mais comme on a les glucides nécessaires, le corps il continue à fonctionner. Le corps va continuer à fonctionner. OK? Non. Jamais faire ce genre de choses. Quel que soit ce que l'on veut faire, on ne va pas le laisser d'un coup. On a besoin effectivement de déshabituer le corps. Même, vous allez, on va sevrer un enfant, on va lui enlever le sein, petit à petit. On ne lui dit pas, bon frère, c'est fini, demain il n'y a plus de tété. On ne va jamais lui dire ça. Allez, il va téter ici, c'était 6 fois dans la journée, il va faire 4, après 2, et puis il va se déshabituer. Donc, pareil, si on veut effectivement laisser le sucre, on va prendre de bonnes habitudes, mais petit à petit, pour que le corps
s'habitue. Parce que si c'est d'un coup, l'appel du sucre va faire qu'on va retomber très vite là-dedans. Et si vous avez des amis fumeurs, il faudrait aussi leur dire que dans la cigarette, il y a du sucre. Et c'est aussi pour cette raison que beaucoup n'arrivent pas à laisser ce genre de choses. Il faut passer par une période de sevrage, etc. OK? Donc, la pyramide alimentaire. De cette pyramide alimentaire, je vais donc enlever un élément, on va parler d'un autre élément qui est l'eau. Je vais m'arrêter un peu sur l'eau. Comment vous buvez? Votre eau de la journée est répartie comment? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Le matin? Le matin à jeun, un verre, 700 millilitres, c'est ça? Le matin à jeun. Ensuite? Un petit peu tout le temps. Voilà. Un verre pendant qu'on mange. Bon. Tout le monde, c'est exact et correct. Le matin, effectivement, on va boire. Mettez en tête que quand je bois le matin, je rince les tuyaux. Juste, je me réveille. Ah tiens, je vais laver les tuyaux. Cette eau va... Parce que le soir, on est allé se coucher, on a mangé avant, la digestion, des fois on se couche, elle n'est pas terminée parce que ça prend du temps. Mine de rien, on a l'impression qu'après 4 heures, c'est fini. Ça prend du temps. Et en fonction de ce qu'on a mangé, des fois, 8 heures après, ce n'est pas vraiment terminé. Donc, on va se coucher. Maintenant, ça ne nous empêche pas de dormir parce que ce qui se fait comme digestion, voilà, ce n'est pas la grosse digestion, on peut encore dormir. Sauf que le matin, on va se réveiller. Je vais prendre mon verre d'eau, ça peut être de l'eau tiède. On peut rajouter, l'aromatiser avec du citron, par exemple, ou juste un verre d'eau. Je prends mon verre d'eau, je rince mes tuyaux. Et pour certaines personnes, quand les tuyaux sont bien rincés, 20 minutes après, ils vont mettre les potes à la piscine, comme dit une amie. Hein? Ils vont aux toilettes. OK? D'accord. Donc, oui. Non, je dis si on veut l'aromatiser. Ce n'est pas une obligation. Oui, si on veut le faire, mais on n'est pas obligé du tout. Il y en a qui aiment le faire, qui aiment l'eau citronnée le matin. OK. Oui. Mais même ça, il ne faut pas prendre trop de citron tout le temps. Voilà. Mais on peut l'aromatiser. Vous pouvez mettre même, je ne sais pas moi, une infusion de cannelle. Mais de l'eau le matin, c'est très bien. Et si on ne le fait pas, prenez l'habitude de prendre un verre d'eau le matin, au réveil. Voilà, ça va aider et nettoyer le corps. Ensuite, on a une petite la diapo là nous parle d'une chronohydratation. Ça peut aider pour les personnes qui n'arrivent pas à boire dans la journée. Parce qu'il y en a qui boivent un verre d'eau et puis après toute la journée, parce que j'ai oublié de boire. Mais quand on dit j'ai oublié de boire, il est 17 heures. Le corps est en souffrance pendant ce temps-là. Même si on ne l'a pas ressenti, mais le corps, il souffre. Donc, je vais boire mon verre d'eau. Je vais m'arrêter 30 minutes avant mon déjeuner. Dans ces 30 minutes-là, je bois 750 millilitres. Donc, de mon réveil jusqu'à 30 minutes avant le déjeuner, je me dis, je bois 750. Je m'arrête 30 minutes avant pour préparer, que l'estomac se prépare, ne sera pas rempli d'eau quand je vais manger. Pendant mon déjeuner, j'ai droit à un verre d'eau que je vais boire en petite quantité. On va éviter de boire le grand truc de jus avant ou après. Éviter de boire pendant les repas. Je sais que c'est quelque chose que l'on fait tout le temps. Hein? On mange et puis il y a le jus sur la table. Mais on va essayer d'éviter de faire ça. On va éviter de le faire. Si je veux boire, je prends un verre d'eau que je bois par petites gorgées pour juste aider le bol alimentaire. Je vais bien mâcher. Je vais boire mon verre d'eau par petites gorgées. Et, oui? Mm-hmm. Alors, l'eau n'a pas de nutriments. Voilà, on ne va pas trouver de nutriments comme on va trouver dans les autres aliments. Mais quand on mange, surtout quand tu manges, que tu vas prendre ton demi-litre d'eau et le boire d'un coup, non, ça ne va pas. Et même quand tu bois de façon générale,
on va boire, vaut mieux boire par petites gorgées. Alors, je ne vais pas prendre une gorgée, déposer, attendre, mais je bois lentement, je vais dire. On ne va pas boire d'un coup. Voilà. Souvent, on a soif, on prend de l'eau fraîche. Souvent de l'eau fraîche, pour certaines personnes, de l'eau frappée, hein, qui est au réfrigérateur. Après, on a le soulagement. Non. Il faut respecter au fait notre corps. N'oublions pas que le corps, comme on l'a dit au début, c'est le temple qu'on a décidé aujourd'hui de respecter, de nettoyer, d'entretenir. Donc, je vais respecter mon corps. Je vais boire correctement. Je ne vais pas boire à n'importe quel moment. Je ne vais pas boire pendant le repas. Les 2000 litres de jus pendant le repas, il faut arrêter ça. Vraiment, il faut l'arrêter. Si on ne peut pas l'arrêter d'un coup, petit à petit, réduisez. Prenez des petites timbales, réduisez jusqu'à ne pas avoir de boisson pendant les repas. Ce bol alimentaire, il est perturbé. La digestion a besoin d'être faite correctement. Si je perturbe avec des éléments quelconques, ben, j'aurai une digestion qui sera plus longue, qui sera mal faite. Ah, j'ai des crampes à l'estomac, j'ai des brûlures à l'estomac. Il me faut, je ne connais pas le nom des médicaments, il me faut du Gaviscon, voilà, par exemple. Mais ouais, ce sont des habitudes que l'on prend qui font que finalement, on arrive à, au lieu d'arrêter de changer des habitudes, on va prendre un médicament. Il y a autre chose qui ne va pas, je vais prendre encore un autre médicament. Non, voilà. Faites, ok, mais pourquoi j'ai mal à l'estomac? Ah, j'ai peut-être pris trop de soda pendant que je mangeais. Je ne vais plus prendre de soda pendant que je mange. Je vais voir si mon estomac ne réduit pas. Et au fur et à mesure, ok? D'accord. Donc, j'aurais pris jusqu'à, on va dire, mes 75 millilitres 30 minutes avant le repas. Je vais arrêter de boire au jus, quoi que ce soit, pendant 1h30. Je recommence à boire 1h30 après mon déjeuner. Pourquoi je vais faire ça? Parce que la digestion a besoin de se faire correctement. Dans l'estomac, c'est un endroit qui est très acide, très acide. Si on met un doigt dans l'estomac, on peut le perdre. C'est le lieu le plus acide du corps. Mais cette acidité est nécessaire parce que dans l'estomac, les aliments ont besoin d'être transformés. Voilà. C'est pour cette raison qu'on demande de mâcher correctement pour déjà faciliter le travail. Vous avez un morceau de dachine là d'un coup, ouais, ça fait mal, alors on va mâcher correctement. Cet endroit acide là, si je rajoute le soda dessus pendant que je mange, la viande, les haricots rouges, juste on pense à l'estomac. J'ai fait une erreur l'autre jour. J'avais très faim, je sortais du boulot, je n'avais pas fait à manger. Je me dis, tiens, je vais passer à Burger King. Je passe à Burger King et ils ont un truc qui est écrit menu spicy. On me dit, oh, ça doit être bien. Tout. Et j'ai pris ce menu, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon à mon estomac. Quand j'ai vu ce que c'était, alors j'ai mangé parce que j'avais payé. C'est pas bon de faire ça comme ça, mais c'est quelque chose. Alors, je me demande si j'avais mis du poisson. On utilisait des limes, on fait des citrons pour nettoyer le poisson. Je me dis, avec ce qu'ils avaient mis comme produit, comme sauce épicée, j'aurais pu assaisonner mon poisson. Et là, j'ai pensé à mon estomac et je me suis dit, plus jamais ce genre de choses. Plus jamais ça. Et des fois, on ne fait pas attention. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on agisse avec beaucoup de bon sens, puisqu'on sait, on connaît les choses. On sait qu'au niveau de l'estomac, il a besoin d'être bien traité, bien soigné pour pouvoir digérer correctement ce que je lui donne. Donc pourquoi je vais lui rajouter encore des difficultés? C'est un lieu qui est déjà très acide, je rajoute du piment, je rajoute une sauce, alors de l'ultra transformée, très épicée. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis fait beaucoup de tort. Donc on continue avec la chronohydratation. 1h30 après, je recommence à boire. J'ai encore le temps de boire 75 millilitres jusqu'à 1 litre. Je vais arrêter 30 minutes avant le dîner et recommencer 1h30 après, ce qui veut dire que je ne vais pas dîner à 23h. Ce qui veut dire que je vais dîner tôt.
pour que cette heure et demie ait le temps de passer, pour que ma digestion ait le temps de commencer correctement. Et je vais prendre une boisson chaude avant d'aller me coucher. Si je fais ça, comme ça, j'ai à peu près fait mon litre et demi. Je l'ai fait. Qu'est-ce qui te fait rigoler? J'ai fait mon litre et demi sur la journée. Oui? Pour manger. Voilà. Alors, au fait, c'est un très bon exemple. Parce que, justement, beaucoup de personnes se disent, oui, je vais prendre un yaourt à 18h. Comme ça, c'est bien. Non. Déjà, il faut connaître son corps. C'est quelqu'un qui ne peut pas manger qu'une salade. Il après, il reprend ses tinins, il va reprendre d'autres choses avec, il a mangé à minuit, ce qui fait que sa nuit est perturbée, etc. Donc, je connais mon corps. Moi, je sais que je vais manger à 18h, je pourrai tenir jusqu'au lendemain. Quelqu'un qui sait qu'il ne va pas manger, il va manger à 18h et ne peut pas tenir jusqu'au lendemain, je ne vais pas lui demander. Quand je suis les personnes, je ne vais pas leur demander de faire ça. On va faire un programme qui fait que cette personne aura ses repas répartis correctement sur la journée sans s'affamer, sans avoir à se réveiller à minuit pour aller faire cuire à manger. OK? Bon. Donc, oui. Oui. Que tu vas manger à 18h. Voilà. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Coucher tôt. Et 22, oui. Et c'est à ce moment-là que tu vas remanger, et c'est à ce moment-là que c'est pas bon. Oui? Alors, quand il dit qu'on peut manger, qu'on connaît son cycle et qu'on va manger à 21h, j'allais te dire, tu vas te coucher à quelle heure? Si tu manges à 21h, que tu vas te coucher à 22h, il y a un souci. Je vais te dire, écoute, mange à 19h. Parce que tu vas te coucher à 22h. Oui, donc s'il mange à 21h et qu'il se couche à 22h, il y a 1 heure entre le repas et la... Voilà. Et se coucher après le soleil? Oui, il y a tout ça aussi, effectivement. Donc, on va faire attention à l'heure à laquelle, à l'heure à laquelle on va manger. Je ne vais pas manger trop tôt ni trop tard. Je vais respecter effectivement le quota de sommeil puisqu'on en a aussi besoin. Alors, il y a des personnes qui vivent avec 3 heures de sommeil par nuit, ok, mais on en a besoin. Même les 3 heures de sommeil, c'est pas bon, hein? Bon, bref, mais on ne va pas parler du sommeil là, c'est encore autre chose. Quand j'ai mangé à 21h, si je vais me coucher à 22h, il y a un souci. Parce que, au fait, ma digestion, elle a commencé hein, déjà, mais elle n'est pas assez entamée pour aller me coucher. Par contre, si j'ai mangé à 18h, pour ceux qui le peuvent, et que je vais me coucher à 22h, ça va très bien. Il y a le temps. Donc maintenant, oui, on va se coucher plus tard. Des fois, c'est 1h du matin. J'ai mangé à 21h, je vais me coucher à 1h du matin. OK. Là, on ne parle pas de sommeil. C'est encore une autre histoire, puisque les 1h du matin, c'est tard. Mais on ne parle pas de ça. On parle juste du temps entre le sommeil, le repas et le sommeil. Toi, tu dis que la digestion, elle n'est pas encore faite.
même si je mange à 18 heures et que je vais me coucher à 22 heures, ma digestion n'est pas terminée. Ma digestion n'est pas terminée, mais elle est bien entamée. Elle ne va pas gêner mon sommeil. Oui. Si je mange à... Mhm. Oui, mais j'ai mangé à 18 heures. Donc j'ai déjà fait les... Il y a 4 heures, je vais me coucher à 22 heures, voilà. J'ai déjà fait les bonnes grosses étapes, elles sont faites. C'est ça, c'est ce qu'on disait. C'est pourquoi je dis à quelle heure tu vas te coucher. Si tu manges à 21 heures, tu vas te coucher à 22 heures, 22h30, 23 heures, c'est plutôt. Mhm. On n'a pas de guérison. Alors, on a toujours, qu'est-ce que j'allais dire? Le sommeil, il a besoin effectivement d'être paisible. Si j'ai mangé, en plus, qu'est-ce que j'ai mangé? Si j'ai mangé de la viande rouge, par exemple, si j'ai mangé quelque chose de très lourd, j'aurai un sommeil et que je veux me coucher. Des fois, les gens disent, je n'ai pas bien dormi, parce que la digestion qui n'était pas finie a empêché ce sommeil. Donc, c'est vrai qu'il faut permettre au corps de se régénérer et de manger. C'est pourquoi on demande de manger tôt ou plus tôt. Alors, il y a effectivement, quand on peut, parce qu'il y a des spécificités. Il y a la personne qui travaille de nuit. Il y a la personne qui n'arrive pas à manger à 18 heures, parce qu'elle aura mangé à 18 heures une salade ou quelque chose d'autre, elle va manger après. Elle va refaire cuire ses tinés pour manger plus tard. Donc, il y a des spécificités. Mais globalement, je m'arrange pour manger suffisamment loin du début de ma nuit, pour que mon sommeil soit un sommeil de qualité, pour que mon corps puisse passer, mon cerveau ne soit pas occupé par une digestion, pour que ça passe à autre chose. Donc, tu as raison de ne pas dire que je vais manger et me coucher 1h30 ou 2 heures après. Ce n'est pas normal, c'est vraiment trop tôt. Donc, on a parlé de la chrono. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Non, ça va? On a parlé de la chronohydratation. Et là, on va parler maintenant de l'assiette santé. Manger pour se nourrir, manger pour gagner. On ne mange pas pour manger. Il y a certaines personnes qui disent il s'agit d'avoir le ventre plein. Je peux avoir le ventre plein avec toutes sortes de choses. Oui, c'est ça, des petits boudins pleins. Oh, chacun fait comme il veut. Mais si c'est juste pour remplir mon ventre, ben, je vais manger n'importe quoi. Il faut savoir que je mange pour nourrir ce corps qu'on a posé au départ comme le temple dont on va prendre soin comme on prend soin de ce bâtiment. Je mange pour me nourrir, je mange pour avoir des nutriments. Chaque cellule a besoin de nourriture, a besoin de nutriments, a besoin de croître. Et on est en permanence. Le corps se renouvelle en permanence. Si je n'ai pas les bons éléments pour permettre à mon corps de se renouveler, ben, il ne va pas se renouveler correctement. On a l'impression qu'il faut nourrir bien les enfants, les petits, les adolescents. Et puis nous, quand on a grandi, on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi, on peut manger mal, etc. Pas parce que j'ai 70 ans, pas parce que j'ai 85 ans, pas parce que j'ai 50 ans, que je ne dois pas faire attention à mon corps, que je ne dois pas prendre soin de mon corps. Oui. Alléluia. Donc, moi, j'ai mon jardin, j'ai tout dedans. Oui. Il y a tout. Mais il y a de ceux, malheureusement, qui n'ont pas le choix. Et puis le soir, c'est une multiplication avec le pain, parce que les choses sont difficiles. Ils auraient bien envie de manger peut-être une tête de laitue, un truc comme ça. Mais vu que les événements ne permettent pas, donc souvent, c'est un morceau de pain avec une boîte de sardines. Parfois, ils n'ont pas le choix. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a de ceux qui se trouvent dans des situations qui n'ont pas choisi. Et nous, on a la chance d'être dans la campagne et puis bon, de pouvoir planter, etc. C'est aussi une réalité. C'est aussi une réalité, oui. Mais je vais quand même conseiller les personnes qui pourraient se trouver dans des situations où, ben, ce soir, je peux manger qu'une boîte de sardines.
je vais manger une boîte de sardines. Alors, c'est très bien parce que la boîte de sardines, c'est quelque chose de très intéressant. Hein. Mine de rien, on a décrié la sardine parce que c'est sardine, quoi. On mange de la sardine. Pardon? Oh, voilà, c'est du poisson gras. La boîte de sardines, c'est vraiment une boîte de sardines. Alors, les sardines entières, c'est encore mieux. Oui, Monique n'aime pas parce qu'il y a des petits os. Mais une boîte de sardines entières pour les personnes qui ont des problèmes de magnésium et tout, par mois, c'est excellent. Bon. Donc, elle va manger sa boîte de sardines. Mais je vais lui dire, si tu peux mettre un fouille à côté, c'est très bien. Je vais manger ma boîte de sardines, un fouille. Et ce qui était intéressant avant, c'est qu'on pouvait s'échanger. Il y avait un genre de troc. Ben, j'ai des ignames et puis toi, tu as des œufs. Ben, je te donne des œufs, tu me donnes des ignames. Alors maintenant, ça a peut-être disparu ou ça va peut-être revenir, je n'en sais rien, avec toutes les manifestations qu'on voit maintenant. Mais il faut qu'on fasse attention aussi à nos frères et sœurs au niveau de l'Église, parce qu'il y en a, oui, qui ne peuvent pas manger. Il y en a qui ont beaucoup de difficultés, mais si tu as 2 laitues, tu te dis, ah, mais tiens, je vais donner à la sœur une laitue parce que je n'ai besoin que d'une seule, au lieu que ça reste là, que je jette. Donc, faisons attention quand même à nous. Et si ces difficultés existent, on pourra essayer de les changer. Hein, essayer de les changer et de les régler. Mais c'est vrai que c'est une réalité. Et quelqu'un qui ne peut pas acheter de fruits ou qui peut acheter de légumes, mais je ne vais pas lui dire, on va voler pour acheter. Les conseils sont quand même donnés, mais s'il y a cette réalité, et si on peut entre nous nous entraider, ce serait quand même intéressant. Donc, revenir à manger pour gagner. Vous savez, le diable, il connaît nos faiblesses. Parce qu'au fait, c'est lui qui nous les donne. Hein? Souvent. Tu aimes le sucre, alors il va te donner de la matière à manger du sucre. Tu aimes, je ne sais pas moi, les sodas, mais tu vas encore aimer le soda. Les mauvaises habitudes ne viennent pas de Dieu. Les mauvaises habitudes ne viennent pas de Dieu. Les mauvaises habitudes on aura nos mauvaises habitudes et le diable va nous rajouter pour que ces mauvaises habitudes, que ces faiblesses-là restent. Puisque une faiblesse va créer une mauvaise habitude, va créer un désagrément, même quand il s'agit de la nourriture. Et on a vu que tout à l'heure que le sucre est une drogue. Qui ne consomme pas de sucre du tout ici? Tu ne consommes pas de sucre, je parle de sucre ajouté, hein, de sucre raffiné, pas du tout. Tu ne manges pas de gâteau, tu ne manges pas... Non. OK? Lui, il peut le faire. Je ne dis pas de le faire, n'allez pas dire que je dis de le faire. Lui, il peut le faire. Mais tu ne manges pas de sucre non plus? Tu as réduit le sucre. OK, d'accord. Donc, quand on sait que cet élément est une drogue, ben forcément, on va changer les habitudes. Mais il y en a qui ne veulent pas qu'on change les habitudes. 1, la grande distribution ne veut pas. 2, le diable ne veut pas non plus. Parce que quand on change les habitudes, ça veut dire qu'on se rapproche d'une meilleure santé et qu'on se rapproche de l'original, ce que Dieu voulait pour nous. Au départ, ben, ces produits transformés n'existaient pas. Au départ, quand dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il avait donné, Dieu? Tout arbre portant du fruit, de la semence, etc. Alors c'est bien qu'on ait des produits, enfin bien, non, c'est bon d'avoir certains produits à côté, mais quand on revient à cela, l'homme au départ, il ne mangeait pas n'importe comment. Mon papa est resté très longtemps à aller à la campagne, à planter, à se donner physiquement. Il a perdu la vue parce qu'il a fait une erreur après une opération, sinon il serait mort avec ses yeux. Voilà. Et il était bien, quoi. Il vivait, il y avait l'exercice physique, il y avait cette nourriture qui était beaucoup plus saine. Mais aujourd'hui, on est loin de ça parce que la vie, comme tu dis, fait ça, veut ça. Mais nous pouvons nous dire, mais finalement, je peux changer certaines choses. Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui dans ma vie? Je sais que l'être humain, l'être vivant a besoin de... Est-ce qu'on s'en souvient? Alors, non, les 5 choses, les 5 facteurs. Respiration, nourrir, bouger, les émotions,
et la relaxation et les pensées. Je sais que ces 5 facteurs constituent la base de la pleine santé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier, est-ce que je prends le temps de m'oxygéner correctement? On a fait un petit peu de cohérence cardiaque, ça peut être que j'ai un truc à faire avant pour me recentrer, me stabiliser. Est-ce que je prends le temps de respirer correctement? Est-ce que je prends le temps de me nourrir, de nourrir mes pensées correctement? Est-ce que j'arrive à gérer mes émotions? Sinon, je me fais aider pour gérer mes émotions. Est-ce que je me nourris correctement? Voilà. Ce sont des éléments qu'il faudrait que l'on prenne en compte pour qu'on puisse aller vers une meilleure santé. Donc, notre assiette santé, elle va se composer comment? Sur l'assiette, est-ce qu'on voit bien? Oui. On aura donc 50%. Vous allez prendre votre assiette, automatiquement. Dans mon assiette, je vais mettre 50%, donc la moitié de l'assiette, en fruits et légumes. D'accord? Donc, j'aurai plutôt des fruits, des légumes. Je peux rajouter un fruit à côté. La moitié de mon assiette. L'autre moitié sera divisée en 2. Une partie où j'aurai mes féculents et l'autre partie, les protéines. Donc, pour les personnes qui ne mangent pas de viande et tout, il y a moyen de retrouver une portion de protéines qui se rapproche des protéines animales, sachant que les protéines végétales ont une digestion différente que les protéines animales. Mais il y a moyen de retrouver cela en associant des légumineuses et des céréales, dans les proportions correctes, bien sûr. Donc, dans cette assiette, donc j'ai mes légumes, j'ai mes protéines, des œufs, de la viande, voilà. J'ai des amandes pour ceux qui ne mangent pas de viande, par exemple. J'ai mes féculents, j'aurai donc mon pain, féculents et pain, j'aurai donc mes céréales, mon riz, mes pommes de terre, etc. Voilà. Je fais mon assiette que je vais appeler mon assiette santé. Oui, je t'écoute. Mm-hmm. Des jumeaux, du... Mm-hmm. Voilà. Oui, il y a une base effectivement qui est un petit peu truquée. Parce que c'est plus facile de prendre des frites, de mettre au four, que de dire je fais une poêlée de légumes. Donc le parent qui arrive fatigué, il va se dire, bon, ce soir c'est facile, je prends mes frites, je mets au four, les enfants aiment les frites. Donc les enfants vont manger et les enfants vont bien manger, ils auront le ventre plein, des petits boudins pleins. Voilà, ils auraient le ventre plein. Sauf que, à côté, si le parent avait rajouté un petit peu de haricots verts, par exemple, un peu de brocoli, par exemple, je ne sais pas moi, ou juste une petite soupe verte, hein. J'ai quand même les légumes différemment, mais j'ai les légumes. On aurait habitué les enfants à manger différemment. Parce que le goût, finalement, aujourd'hui, le goût est perturbé. Vraiment perturbé. Oui? Ah oui, oui, à ce moment-là, tu dis, à ce moment-là, oui, ils ne sont déjà pas habitués aux légumes parce qu'ils mangent déjà. Ok. Donc, oui, c'est vrai. Les parents devraient habituer les enfants assez jeunes, assez tôt à manger des légumes. Il y a plusieurs façons de le faire. Alors, des fois, souvent, je regarde sur les réseaux sociaux, les TikTok, etc., des recettes. Il y a des choses tellement intéressantes qui font que, alors les enfants, on va les tromper, entre guillemets, mais on va leur donner des légumes et c'est après qu'ils se disent, mais c'était quoi? Ah, par exemple, je ne sais pas moi, l'enfant qui n'aime pas les brocolis, c'était des brocolis. Ah, j'aime pas les brocolis, mais ça, c'était bon. L'enfant a quand même mangé les brocolis. Et il va se rendre compte que finalement, le je n'aime pas les brocolis, il peut passer, il peut l'annuler, enfin ne plus dire cela. Et
manger les brocolis différemment. Donc oui, ça relève du devoir des parents d'apprendre aux enfants à manger les légumes. Ceci dit, quand ils grandissent, ils peuvent changer aussi. On n'est peut-être pas maître de tout ça, mais ils connaissent les légumes et ils savent comment les manger, effectivement. La facilité fait qu'on tombe dans des choses qui, même pour nous, hein, on va prendre une boîte de petits pois, on va ouvrir la boîte, on va réchauffer. Il serait plus intéressant de manger des produits surgelés. Alors souvent, on a entendu dire que les produits surgelés ne sont pas bons et tout. Le produit surgelé, les haricots verts surgelés, les petits pois surgelés, les carottes surgelées, vont remplacer plus efficacement les fruits et légumes que les trucs en conserve. Donc si vous n'avez pas le temps d'aller sur le marché, si vous n'avez pas le temps de faire des bonnes choses, prenez des choses surgelées. En fait, le truc surgelé, on l'a coupé, on l'a surgelé. Il n'y a pas de traitement. Et donc, ce n'est pas ultra transformé. Je vais le faire cuire à ma sauce. Donc là, je vais le faire à la vapeur, je vais le faire en sauce blanche, etc. Je vais le cuisiner à ce moment-là. Et j'aurai des légumes nutritivement plus qualitatifs que la boîte de conserve dans laquelle je trouve la série de E, sachant que tous les E sont des additifs et qui sont des fois cancérigènes, surtout le 621. Donc, vaut mieux privilégier cela. Apprendre à manger les fruits et légumes aux enfants dès le plus jeune âge. Alors, beaucoup de parents aussi, il y a un ami diabétique qui dit, alors je lui dis alors, mais comment tu manges, etc. On discute. Il me dit, moi je déteste les légumes, moi je déteste ceci, je déteste les fruits. Alors, j'étais étonnée parce que je sais que cette personne est diabétique. Et je lui dis, mais est-ce que tu sais que quand tu vas rajouter des fibres, quand tu vas rajouter des légumes, tu auras une meilleure santé. Ah oui, je sais, mon médecin m'a dit, mais je déteste. C'est quelqu'un de 60 ans, hein, quand même. Donc c'est pour vous dire que les choses peuvent changer, et même les grands peuvent avoir de mauvaises habitudes. Mais apprenons ou réapprenons à manger des légumes frais, réapprenons à manger des choses saines pour aller vers une bonne et une meilleure santé. À côté donc de mon assiette ici, donc j'ai les bases, mes fruits, mes légumes, mes protéines, mes féculents. Je vais donc rajouter du gras, parce que souvent on dit, on ne mange pas d'huile. Il y a de bonnes huiles, il faut les manger. On ne peut pas dire qu'on ne prend pas du tout du gras, il faut prendre le gras, mais les bons gras. Et entre parenthèses, l'huile de coco et l'huile de palme, ce sont des huiles qui sont saturées. Il vaut mieux les éviter en ce qui concerne la nourriture. On va les garder plutôt pour le cosmétique. Mettez sur la peau l'huile de coco, c'est mieux que de manger de l'huile de coco. Alors, pardon? Oui, il y en a qui cuisinent avec, oui. L'huile de coco, si. Donc, il y en a qui cuisinent avec, oui, oui. Oui, oui. Ben, l'huile de coco, c'est une huile saturée. Donc, on ne va pas la consommer énormément. L'huile d'olive, c'est une huile insaturée. Elle est meilleure que l'huile de coco. Voilà. Oui. C'est une huile qui est saturée, donc on va l'écarter le plus possible de la nourriture. Voilà. Est-ce que c'est bon au goût? Oui, mais ce n'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon au goût. Alors, ils ont une obligation de tout écrire. Et quelquefois, vous voyez bien qu'on ne met pas en gras, sur certains produits, c'est écrit huile de palme. Je me suis toujours dit, mais pourquoi ils écrivent huile de palme, ils n'écrivent pas huile d'olive quand il y a de l'huile d'olive? C'est pour vraiment attirer l'attention. Attention, il y a une huile qui est saturée dans ce produit. L'huile d'olive, on en trouve, vous allez voir sur l'étiquette huile d'olive, mais ce n'est pas écrit en gras et en gros dessus. Donc ce sont deux huiles pour lesquelles il faut quand même faire attention. Du coup, on va privilégier, garder, pour le cosmétique, pas sur votre visage, sur votre corps, l'huile de coco, c'est très bien. Mais l'huile de palme et l'huile de coco, ce sont deux huiles qui sont des huiles saturées, donc des huiles à fuir. Voilà. Ensuite, je vais rajouter donc mon eau dans mon assiette. On aura un verre d'eau
à prendre par petites gorgées pendant que je mange. Au niveau des protéines, donc on va mettre protéines et produits laitiers en même temps. Si je veux faire la moitié de mon assiette, je peux prendre un yarou, donc je sais que je n'aurai pas trop de viande. Je vais rajouter mon yarou pour avoir mon quart d'assiette en protéines ou un morceau de fromage. Le fruit, je peux le rajouter. Alors, la tendance était de manger les fruits en dehors des repas. Alors, il faut savoir que tout évolue. On n'avait pas de téléphone portable. Aujourd'hui, on a un téléphone portable. On était à la 4G ou à la 2G, on est à la 5G aujourd'hui. Tout évolue, des études sont faites et finalement, des études ont été faites et on constate que le fruit peut faire partie du bol alimentaire. Donc, on peut manger son fruit après son repas. Par contre, on va bien mâcher. Il y a des études qui ont été faites pour ça. J'étais comme toi, j'ai dit, mais attendez. Alors, je disais, mais attendez, le fruit, c'est 30 minutes avant. Il m'a dit, ben oui, voilà, parce que certains... Alors, il y a toujours des exceptions. Il y a des personnes qui vont manger une banane avant, qui ont le ventre comme ça. Ça, c'est une exception, il faut aller chercher ailleurs. Il y a peut-être une colopathie, il y a d'autres choses, il faut aller chercher ailleurs. Mais de façon générale, le fruit fait partie du bol alimentaire. Ça fait partie de mon assiette. Je vais manger. À l'intérieur, les choses sont bien faites. Les enzymes qu'il faut iront au bon endroit, etc. Je vais bien mâcher. Par contre, quel que soit ce que je mange, je vais bien mâcher. Je mange mon fruit après. Une pomme, par exemple, ou l'ananas. Alors, l'ananas, c'est très bon parce que ça aide à la digestion. Mais je vais bien mâcher mon fruit. Ça fait partie du bol alimentaire. Alors, moi, j'ai fait l'expérience. Je me dis, je mangeais toujours mon fruit 30 minutes avant. J'ai pris un fruit et j'ai mangé après. Et en plus, j'ai mangé une banane, enfin une demi-banane, puisque c'est une portion. Hein, Daniel? Bon. J'ai mangé une banane entière. Alors ça encore, puisque les proportions, c'est encore autre chose. On a le moyen d'avoir les proportions. Alors quand je fais des programmes avec les personnes, des suivis, on parle des proportions pour rester dans les bonnes proportions. Je disais à Daniel qu'une proportion de banane, c'est une demi-banane par rapport à l'indice glycémique, etc., etc. Il me dit, mais non, mais on mange une banane. Oui, c'est vrai, voilà. Mais une fraisinette, d'accord, mais une banane macandia, par exemple, c'est une demi-banane, une portion, c'est ça, pour rester dans les bonnes proportions. Donc, j'ai fait l'expérience et j'ai mangé ma banane, ma demi-banane, après mon repas. Mais en fait, je n'ai rien eu, ça, parce que d'habitude, on disait, oui, ça va gonfler, etc. Non, c'est dans le bol alimentaire, ça fait partie de mon bol alimentaire, ça va rejoindre mes légumes, voilà, et les fruits, et voilà. Et je n'ai pas eu de souci. Donc, les choses, c'est pourquoi je disais que les gens étudient, les choses évoluent. Et on voit que finalement, on avait vu certaines choses, c'est comme le lait de soja, où tout le monde disait, ne prenez pas du lait de soja, nanana, 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 nanana. Aujourd'hui, la tendance change. Et on se dit, mais au fait, le lait de soja, il est quand même protéiné. La tendance change. C'est pour vous dire que finalement, pour X raisons, je ne sais pas pourquoi, il y a des choses qui sortent. On est dans un monde où tout, hein, voilà, il y a des choses qui sortent. Peut-être que ça servait à quelqu'un. Je n'en sais rien, je ne vais pas en parler. Mais il y a des études qui sont faites. Il faut bien chercher et bien voir. Et on voit qu'il y a des éléments que ça change sur certains éléments. Ensuite, l'huile, donc on a parlé de l'huile, la bonne huile, pas une huile insaturée. Oui, voilà, pas une huile saturée, pardon, une huile insaturée. Si je veux prendre du beurre, je peux, en bonne proportion. Alors, on fait avec les mains, hein, les proportions. Le beurre, le fromage va représenter, par exemple, ça, c'est le pouce. Alors, ça ne fait pas beaucoup, mais regardez bien, quand on coupe les portions de fromage, c'est des petites portions. Quand vous allez au restaurant et tout, si vous coupez déjà les portions, vous n'avez pas une grosse portion de fromage. Parce que ça respecte un certain équilibre. Et les condiments, on ne va pas non plus les oublier. Persil, ail, nana. Les condiments sont très bons, très, très bons. Ça reminéralise, il ne faut pas les oublier. Souvent, on nous disait, vous mangez épicé, vous faites... Non, les condiments sont bons. Mettez de l'ail dans les repas, mettez du persil, mettez de l'oignon, mettez les feuilles là qu'on a, bois d'Inde, laurier. Tout ça, ça aide. Alors, ça va faire partie de notre alimentation et ça va aider. Et pour éviter de trop manger, parce que des fois, on se dit, une demi-assiette, c'est quoi? Parce que les assiettes, vous avez remarqué comment elles sont faites, les assiettes maintenant?
Alors, il y a des assiettes qui sont plates, mais très grandes. Il y en a d'autres qui sont, j'ai oublié de les porter mes assiettes, elles sont plates, et puis il y a un petit rebord aussi. Quand on regarde bien, le petit rebord, c'est de la déco, mais souvent on remplit l'assiette. On est aussi sur le rebord. Le petit rebord, c'est de la déco. Et alors, j'ai trouvé une assiette, c'était une assiette en carton, où il y a les trois compartiments. Quand vous regardez bien, si vous regardez ces 3 compartiments-là, c'est exactement ce qu'il nous faut. Je vais prendre mon riz cuit, j'aurai quoi? 2-3 cuillères de riz. J'aurai ma portion. On fait l'inverse, on va prendre une assiette de riz, on va mettre une demi-tomate, enfin 2 morceaux de tomate à côté. Alors pour bien voir ce que l'on mange, mettez tout sur le plateau. Je vais mettre mon assiette bien répartie sur le plateau. Non, je regardais l'écran sur le plateau. Je vais mettre mon verre d'eau à côté. Je vais mettre mon yaourt, par exemple. Et vous verrez un moment, vous dites, oh, mais ça fait beaucoup, ça. Alors, comme ça fait beaucoup, je reviens aux proportions normales. Parce que si je prends juste mon assiette, donc commencez comme ça pour voir un peu ce qu'il y a dans l'assiette, dans ce que vous mangez. Parce que si je prends juste mon assiette, je remplis mon riz, mon nanana, j'ai pris mon assiette. Après, je vais dire, OK, je vais prendre mon yaourt maintenant. OK, je vais prendre... Mettez tout sur le plateau. Je suis sûre que vous allez vous dire, ah non, ça fait trop. C'est trop le yaourt? Si tu mets tout sur... Effectivement, tu mets tout sur ton plateau. Et j'ai aussi fait l'expérience. Je me dis, je ne vais pas me former et puis ne pas savoir ce qu'on dit. J'ai fait l'expérience. Et quand j'ai regardé l'assiette, j'ai mis le verre d'eau, j'avais pris un yaourt à ce moment-là, et puis j'ai dit, bon j'ai pris un yaourt, je vais prendre un fruit, j'ai mis le fruit à côté, ça faisait beaucoup. Donc j'ai dû réduire les proportions. J'ai dit, mais il faut prendre toujours mes 50% de légumes, mais moins ça. Toujours mon quart de céréales, mais je diminue toujours mon quart de protéines et je diminue. Donc, il faut qu'on soit vigilant aussi à ce niveau-là. Parce que souvent, on dit, on prend du poids. Alors, il y a le facteur âge, il y a le facteur stress, etc. pour la prise de poids. Il y a encore plein de choses à côté. Mais déjà, comme on s'est arrêté aujourd'hui sur l'un des facteurs nourriture, déjà, régulons la nourriture pour partir sur de nouvelles bases. Il est bientôt 18 heures. Récapitulons. Le corps est le temple. Que ce soit un corps d'enfant, que ce soit un corps d'adulte, que ce soit un corps d'adolescent, la Bible dit le corps, nous savons que le corps est le temple du Saint-Esprit. Puisque c'est le temple du Saint-Esprit, on a vu que ce temple, si on arrive et qu'il y a une tache d'eau là, il faut dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'eau, dépêche-toi, il faut nettoyer. Si le bon n'est pas rangé, mets les bons. Voilà. Tout le monde va s'affairer pour que le temple soit dans de bonnes conditions pour adorer. Notre corps étant un temple, nous devons aussi nous affairer pareil pour que ce corps que nous avons considéré, que nous considérons comme un temple, soit bien entretenu. Le corps, c'est une machine complexe, mais qui fonctionne avec des règles et nous devons respecter ces règles. Ces règles passent par des 5 facteurs, respiration, nourriture, les pensées, les émotions et le mouvement, la détox. Donc, on a fait quelques petits exercices tout à l'heure. Continuez à faire des exercices à la maison pour rester dans nos 5 facteurs du vivant. Nous avons vu la pyramide alimentaire donc, qui va nous donner les éléments nécessaires pour garder notre corps à un bon niveau, pour garder notre corps en pleine santé. Et enfin, notre assiette que je vais appeler l'assiette santé, que nous allons donc composer comme suit avec nos fruits et légumes en majorité, 50%, 50% de céréales, de féculents, 50% de protéines et les condiments autour. Voilà. Donc, pardon? 25% pardon, de céréales, oui, autant, tu as bien suivi. Donc, gardons ce corps que Dieu nous a donné. Gardons ce corps que Dieu nous a confié en meilleure santé possible. C'est possible de le faire petit à petit. Comme tu disais, si on fait arrêter le sucre, on ne va pas le faire d'un coup. Mais je suis aujourd'hui conscient, je suis conscient qu'il y a des améliorations à apporter pour que la machine que j'ai ne soit pas une machine qui va dérailler dans 6 mois ou dans 1 an.
forcément, il y aura les effets de l'âge, il y aura les effets de, voilà, de la vieillesse, de tout ce qu'on veut, mais je vais faire de façon, avec l'aide de Dieu, à maintenir le corps, à entretenir le corps, à rééquilibrer mon alimentation, à rééquilibrer mon fonctionnement pour aller vers une pleine santé. Donc que Dieu nous garde, chacun nous aide pour que ça soit une réalité dans notre vie. On ne sait peut-être pas tout, pas beaucoup, mais le peu que nous savons peut déjà nous permettre d'enclencher les choses pour aller vers une meilleure santé. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous remercions notre sœur pour son intervention. Donc, nous lui disons merci et que l'Éternel bénisse ton ministère. Donc, nous allons nous tenir debout pour prier et pour nous séparer. Donc, je vais demander à Sœur Lorita. Notre bon Père céleste, nous te remercions infiniment pour tous tes bienfaits que tu ne cesses de manifester envers nous. Merci pour ce corps que tu nous as donné. Et surtout, Seigneur, aide-nous à garder présent à l'Esprit qu'il est le temple du Saint-Esprit. Donc que nous devons l'entretenir, le garder en bonne santé, qu'il soit saint pour que le Saint-Esprit puisse y demeurer. Donne-nous, Seigneur, la force morale, le courage nécessaire pour effectuer les transformations, pour rééquilibrer notre alimentation, notre style de vie, notre hygiène de vie, de manière à ce que notre corps, nous puissions le garder en bonne santé. Merci, Seigneur, de nous accorder ton aide, ta bénédiction dans ce domaine, et fais pour nous ce qui est nécessaire. Et nous te remercions parce que tu as exaucé notre prière. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom, par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Une bonne soirée à tous, une bonne semaine, et que la paix de Dieu soit avec vous.